Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, on parle de la clôture hier de la révision exceptionnelle des listes électorales. Cette clôture était sous tension à Ndam, à Touba. Ouais, avec des primo-votants mécontents qui ont saccagé la sous-préfecture de Ndam. 3 bureaux ont été détruits, des vitres brisées. Aux dernières nouvelles, une des personnes impliquées dans ce saccage a été arrêtée. Le préfet de Ndam, Babacar Mar, dit avoir appliqué la loi dans toute sa rigueur. On va écouter les explications de Moussa Keita, le président de la commission, interrogé par Pabala Gueye. Nous avons donc été victimes de saccage de la part des jeunes. C'est des jeunes qui n'ont pas pu accéder donc, au niveau de la commission administrative du fait de l'arrêt donc, des inscriptions à partir de 18h, ce qui est une disposition du code électoral. Donc les commissions fonctionnent de 8h à 18h. Donc c'est ce qu'on a appliqué, mais malheureusement, c'est ce qui n'ont pas pu accéder au niveau de la commission se sont retrouvés tout à fait derrière et ont commencé à lancer des bureaux, occasionnant donc la casse de tout ce qui est vide. Donc, ça a endommagé 3 bureaux, dont le bureau même de l'adjoint au sous-préfet, donc qui est présentement impraticable. Il a fait du département de Mbacké et au gouverneur maintenant donc à charge pour de rendre compte au niveau supérieur. Donc nous sommes attentifs à leurs instructions. Et puis, à propos de cette dernière journée, la préfecture de Grand Dakar donc a subi une forte affluence, même s'ils reconnaissent venir au dernier moment. Les personnes rencontrées disent vouloir accomplir leur devoir civique aux échéances de 2024. Pour l'heure, 6000 personnes ont été inscrites. C'était quelques heures avant la fermeture donc de la commission. Je propose de suivre là-dessus ce reportage signé Fatimata Touré avec des images d'Armadouba. Rien ne pourra l'empêcher, si ce n'est la volonté divine, d'accomplir son devoir civique en 2024. C'est l'ultime conviction de Thierno Sarr. Élève en classe de terminale, ce jeune homme a dû écourter ses cours pour venir s'inscrire sur les listes électorales à quelques heures de la fin de l'exercice. Je suis obligé à prendre un billet de sortie pour venir ici pour m'inscrire. Oui. Je n'avais pas du temps parce que moi je fais la terminale du lundi au samedi. Je descends à 19h, après 19h je fais des cours soir et je descends à 22h franchement. Et on est motivé franchement. À la préfecture de Grand Dakar, ils sont nombreux à vouloir s'inscrire à l'instar de Tcherno. Même s'ils reconnaissent venir en retard, l'essentiel pour eux, c'est d'avoir leur carte d'électeur pour l'échéance de 2024. Je suis là aujourd'hui pour m'inscrire, voilà, pour avoir aussi ma carte d'identité, puisque c'est ma voix. Je voudrais vraiment, je tiens aussi à l'avoir. Et alhamdoulilah, j'ai déjà inscrit, moi et mon fils, pour avoir notre voix dans ce pays. Nous sommes là très nombreux aujourd'hui parce que nous voulons participer à l'élection présidentielle de 2024 et c'est très normal. Depuis le début des opérations, plus de 6000 personnes se sont inscrites aux commissions de SICAP Liberté et celle de Grand Dakar, nous dit le chef du bureau électoral. On a 2 commissions qui sont logées au niveau de la sous-préfecture, à savoir la commission de Grand Dakar et la commission de SICAP Liberté. Ensuite, on a d'autres commissions qui sont basées au niveau des centres sociaux, à savoir la commune de Biscuiterie, commune de Djepel-Derklé, commune de HLM et commune de Anne-Belair. Donc depuis le début des opérations, on a à la date du 28 avril, on a eu à avoir 6000 opérations, 29 avril. On a eu à avoir à peu près 6000 inscrits. À noter que seules les inscriptions pour les primo-votants et les modifications vont s'arrêter aujourd'hui. La révision du code électoral, elle, continue jusqu'au 6 mai. Puis retenez que selon le témoin, plus de 300 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur le fichier électoral, donc en direction de cette élection présidentielle de 2024. Ziguinchor, Bignona en tête de peloton devant Podor et Matam. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le journaliste Babacar Touré. Conduit à l'hôpital principal après avoir piqué une crise.
Et il a passé donc la 6e nuit de retour de parquet au commissariat central de Dakar. Et toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Diaw, le secrétaire général du SAMES regrette la dernière sortie du chef de l'État sur la hausse des salaires dans la fonction publique. C'était lors de la remise des cahiers de doléances par les centrales syndicales le 1er mai, qu'il a déclaré qu'il n'y aura pas de hausse de salaire dans la fonction publique. Donc ce n'est pas tout, car l'État va ponctionner les salaires des agents qui iront en grève, décision qui n'ébranle pas Malik Youm, interrogé par Chérif Dia. Monsieur le Président de la République, qui, en tant que père de la nation, père de tous les travailleurs, nous a servi un discours truffé de menaces à l'endroit du monde du travail, contrairement au discours auquel nous nous attendions, qui était plutôt un discours d'apaisement. Nous avons entendu un discours dans lequel il nous dit tout simplement que pour tout fait de grève, il procédera à la coupure des salaires des travailleurs. Il a également profité de cette occasion pour nous rappeler qu'il n'y aura plus d'augmentation salariale pour les travailleurs. Je pense que c'est un discours décevant dans la mesure où nous pensions qu'en tant que père de la nation, père de tous les travailleurs, à l'occasion de cette fête du 1er mai, qui est un moment de communion entre l'employeur et les travailleurs, il se devait de nous servir un discours d'apaisement, un discours qui porte les espoirs de toutes ces masses laborieuses, en nous rappelant que l'espoir est permis au Sénégal et en surtout prenant l'engagement de procéder à l'appurement de ce passif social qui est la cause de toutes les grèves du monde du travail. À la place, nous avons entendu ce que nous avons entendu et nous rappelons qu'en tant que syndicalistes, ces menaces ne nous ébranlent guère et ces ponctions dont il parle ne feront que galvaniser davantage les troupes des soldats du savoir qui continueront à porter le combat pour le progrès social au Sénégal. Malik Youm, le secrétaire général du SAEMS et non à SAMES. Une bonne nouvelle pour l'agriculture, la NACIM qui annonce une saison humide avec un démarrage précoce de l'hivernage sur une bonne partie du territoire national. Les premières gouttes sont attendues au courant de ce mois sur la partie nord, centre et ouest du pays. Des risques d'inondation aussi sont notés sur la façade ouest selon la NACIM qui vient de publier un bulletin de prévision saisonnière au Sénégal pour l'hivernage 2023. Je vous propose là-dessus de suivre ce récit signé Ibrahim Akan. Dans ses prévisions, la NACIM annonce une saison des pluies globalement humide pour le Sénégal. Des pluies qui risquent même de tomber plus tôt que prévu sur la partie nord, centre et ouest du pays, révèle la NACIM dans son communiqué. Dans ces parties, le démarrage de l'hivernage est prévu au courant du mois de mai. Pour le reste du territoire, on s'attend à un démarrage normal. Malgré un début précoce des précipitations, des pauses sèches moyennes à longue durée sont à prévoir, surtout sur la zone est du pays. Pour la période allant de mai à juillet, les prévisions font état d'un trimestre hautement pluvieux sur une bonne partie du territoire, excepté la partie est où des conditions normales sont attendues. Même chose pour la période de juin à août, avec un cumul pluviométrique normal à excédentaire pour une bonne partie du territoire. La NACIM alerte également sur les risques d'événements pluviométriques extrêmes, notamment des inondations ou de fortes pluies accompagnées de vents forts pouvant occasionner plusieurs dégâts sur la façade ouest du pays. L'actualité des sports à présent, CAN U17, le Sénégal qualifié en quart de finale. Une très bonne nouvelle pour les Lionceaux qui ont battu hier les Algériens, hôtes du tournoi sur le score de 3-0 avec un doublé d'Amara Diouf. On voit cela dans ce récit signé Chersadi Boudiara. Le Sénégal reçut 2 sur 2 à la CAN U17. Les Lionceaux enchaînent un deuxième succès de rang dans le groupe A en venant à bout du pays hôte de la compétition, l'Algérie. Supérieur sur le plan physique et technique, les protégés du sélectionneur Seline Salioudia acculent les Algériens et se procurent de multiples occasions durant toute la première période. Une domination stérile jusqu'à la dernière minute avant la mi-temps. Le moment choisi par le capitaine Amara Diouf pour ouvrir le score en reprenant de l'épaule un centre. Un avantage libérateur pour les Lionceaux
qui corse l'addition à la 60e minute suite à un penalty transformé par Amara Diouf qui signe un doublé. Le sociétaire de Génération Foot, homme du match, conclut sa belle prestation par une passe décisive pour Mamadou Savané, auteur du 3e et dernier but du match. Le Sénégal bat l'Algérie 3-0. Une deuxième victoire en autant de sorties dans le groupe A de la CAN U17, synonyme de qualification au quart de finale, avant même le dernier match de la phase de poule face à la Somalie, vendredi à partir de 19h. Voilà, très bonne performance des Lionceaux, donc qualifiés pour les quarts de finale sur Nathan Bay. Le match à suivre vendredi, c'est cela. Et ça, ouais, match qui compte pour du beurre, hein, puisque je pense qu'ils sont leaders et qualifiés. Il ne reste plus qu'à préparer le quart de finale et assurer la qualification à la Coupe du Monde. Ah, très bien, cher Tidiane. Merci beaucoup. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève, toujours dans la première partie. On vous le disait tout à l'heure, c'est ce 3 mai qu'est célébrée la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous allons parler du dernier rapport de Reporters sans frontières avec le Sénégal qui chute et occupe la 63e place sur les 180 pays. Et ce sera aussi l'occasion d'évoquer le cas de Pape Ndiaye, notre confrère du groupe Walfadjri qui est emprisonné depuis quelques semaines déjà. Et nous vous proposons aujourd'hui également deux documents sur l'un des anciens combattants rentrés au Bercail la semaine dernière. Mortala Gueye, Abdoulaye Diop ont rencontré El Hadj Omar Diémé et toute sa famille. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou, bienvenue. Bonjour Sornonata, à nos très chers téléspectateurs qui nous aussi en ce moment. Bonjour également à toute la team. Merci Ibou. Alors direction le Bénin, une dizaine de civils tués par des assaillants dans le nord-ouest. Exactement, le drame s'est produit à Kérou dans le nord-ouest du Bénin dans la nuit du lundi à mardi à environ 600 km de la capitale béninoise. Ces tueries ont été donc perpétrées par des individus non encore formellement identifiés. C'est un village de l'arrondissement de Kouaboukou qu'ils ont investi. L'armée a été aussitôt déployée. Ils ont surpris les habitants endormis. Ils ont assassiné sauvagement plusieurs d'entre eux. Le bilan évolue à chaque découverte hier. Dans la soirée, les chiffres qui circulaient donnaient une douzaine de civils enlevés et d'autres tués. Au Burkina Faso, drame de Karma, le gouvernement donc a été très surpris d'un contenu de tweet du 25 avril 2023 publié au nom de la CEDEAO sur la page personnelle du président de la conférence des chefs d'État, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, utilisant le concept de génocide pour qualifier le drame survenu dans le village de Karma le 20 avril dernier. La même qualification apparaît également dans le communiqué publié à la même date par la commission de la CEDEAO. Le gouvernement donc du Burkina voudrait attirer l'attention de son Excellence et celle de la commission de la CEDEAO qu'une qualification aussi grave que celle d'un génocide porté sur les événements qui ont endeuillé le Burkina doit nécessairement se faire sous l'éclairage d'une enquête portée par une instance dûment habilitée. Quand la Chine, la Russie, l'Iran se soucient donc des droits de l'homme en France, des représentants chinois, russes, iraniens qui s'inquiètent des violences de la police française en marge des manifestations. C'est à l'occasion de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU lors d'une séance d'examen périodique que la France a été épinglée pour sa politique en matière de discrimination raciale et de maintien de l'ordre. Dans ce conseil siègent des pays qui figurent en bonne queue de cortège du classement et de Reporters sans frontières en matière de liberté de presse, comme la Chine, Cuba, l'Érythrée, la Malaisie, le Honduras, l'Ouzbékistan, le Qatar ou encore le Soudan. Des plongeurs découvrent un hôpital sous-marin au cimetière au large de Key West, c'est aux États-Unis. Les vestiges archéologiques d'un hôpital de cimetière du 19e siècle ont été donc découverts sur l'île
submergée de Garden Cay, la deuxième plus grande île du parc national de Dry Tortugas. L'hôpital a servi de quarantaine et de cimetière au XIXe siècle pour les patients atteints de fièvre jaune entre 1890 et 1900 selon le National Parks. Les archives historiques indiquent que des dizaines de personnes, pour la plupart des soldats américains stationnés à Fort Jefferson, pourraient avoir été enterrés au cimetière selon le NPS. En sport, football, le Paris Saint-Germain suspend Lionel Messi après un voyage non autorisé parti en Arabie Saoudite le 1er mai dernier sans l'autorisation de son club. Pour un voyage de 2 jours, Lionel Messi donc est sanctionné. Le club de la capitale a décidé de l'infliger une suspension au septuple ballon d'or argentin selon l'équipe et RMC Sport. Il est mis à pied pour une durée de 2 semaines. Selon les journaux, le joueur du PSG aurait pu bénéficier de 2 jours de repos en cas de victoire, mais défait, il n'avait finalement droit qu'à un seul jour de repos. Lionel Messi était pourtant aux abonnés absents. Et pour terminer sur notre basket, NBA désigne Joel Embiid le meilleur joueur de la saison. Le deuxième Africain à avoir le titre, le Camerounais donc, est devenu à 29 ans le deuxième joueur de l'histoire désigné joueur MPV de la NBA après le Nigérian Hakeem Olajuwon, consacré en 1994. Le joueur de Philadelphie, qui est également détenteur des nationalités françaises et américaines, succède au palmarès au double tenant du titre Nikola Jokic, et qui a fini deuxième au vote de Greg Giannis Antetokounmpo. C'était l'actualité internationale avec Ibou Diouf. Merci et à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité hors de nos frontières. Oui, cher Tidiane? Aussi, c'est le partenaire en club de Georges Niang, qui est international sénégalais et qui brille actuellement dans ses playoffs en NBA. Ah ben très bien. Nationale. Il sera là. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher Tidiane. Alors, je vous le disais tout à l'heure, dans la seconde partie, entretien avec El Hadj Oumar Diémé, donc cet ancien combattant qui est rentré au Sénégal. Il a vécu les affres de la guerre en Indochine. Il a perdu des frères d'armes. Il a perdu sa femme et son fils alors qu'il était en France. Il nous raconte ses expériences douloureuses. Entretien à suivre donc avec Mortala Gaye. Et puis, notre invité ce mercredi, c'est le docteur Doudou Sène. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. À ne pas oublier également la météo du jour. En attendant, la une des journaux parue ce mercredi avec Cher Diop.